Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous menez une double vie, la rigueur extrême sur des stratégies des géopolitiques et une forme d'anarchie que vous cultivez à travers votre passion pour Léo Ferré, un poète qui s'est toujours défendu envers et souvent contre tous. Bonjour Pascal Boniface. Bonjour. Alors c'est vrai qu'on vous connaît comme directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, c'est très sérieux, mais vous avez aussi une autre fonction, une autre passion, qui est défendre Léo Ferré. D'ailleurs, je crois vous présidez une association qui veut qu'on y ait une rue ou un espace Léo Ferré à Paris. Oui, alors j'ai créé cette association en 2008 parce qu'il n'y a aucun espace Léo Ferré dans Paris. Oui. Ça paraît quand même dingue vu le nombre de chansons que Léo Ferré a consacrées à Paris. Ça aurait dû se faire de soi-même, mais rien. Et donc j'ai contacté la famille pour savoir s'ils étaient d'accord avec ma démarche, qu'ils m'ont dit oui. Et donc je me suis battu, mais vraiment comme un chiffonnier pour qu'il y ait un tout petit square. Voilà, Léo Ferré disait lui-même, le poète d'aujourd'hui être d'une caste, d'un parti ou du tout Paris, il n'était ni de l'un ni de l'autre, et donc il faut se battre pour que sa mémoire, son rôle, sa place soit honorée, alors que quand même normalement il y a une direction culturelle à la mairie de Paris, il y a un ministre de la culture dans ce pays, mais ils ne font rien. Voilà, le même problème pour Charles Trenet aussi, on attend une rue à Paris, et Dieu sait s'il a fait quelques chansons sur Paris. Effectivement. Alors donc vous avez publié ce livre, une BD avec Lucchino, N'idiotimètre chez Duno, sur Léo Ferré, sur son parcours. Donc le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer un parcours. Donc on va évoquer votre livre et le parcours de Léo Ferré à travers des dates et des chansons. Et la première date que j'ai trouvée, je crois qu'elle vous concerne directement, car c'est une soirée importante pour vous, c'est celle du 9 janvier 69 où Léo Ferré débute à Bobino. Et je crois que pour vous, c'est un choc, Pascal Boniface. Alors, je n'étais malheureusement pas présent à Bobino, mais j'ai écouté, ma première rencontre avec Léo Ferré était à l'écoute de ce double album, l'album noir, qui rencontre effectivement, qui est la capture de ce concert à Bobino, où le spectacle est à la fois sur la scène et dans la salle. Parce qu'il y a une osmose parfaite entre Léo Ferré et son public. On est dans la période qui suit tout juste mai 68. Et Léo Ferré, ce monsieur un peu âgé à l'époque, eh bien, s'est décolliérisé. Il a vraiment complètement rompu les amarres, comme l'île de la Cité qui aurait vogué vers la Seine. Et il va à la rencontre d'un public turbulent, bruyant, qui n'est pas tout à fait son public habituel des années 60, mais qui est vraiment en osmose par rapport donc à ce chanteur qui, pour la première fois, enfin en 68, chante cette chanson dont sa seconde femme lui avait interdit de chanter, Les Anarchistes. Qu'on écoute. Les anarchistes, ils ont tout ramassé des beignes et des... Voilà, les anarchistes. Il faut savoir qu'il y avait quelques anarchistes dans la salle, à mon avis, puisque dans la salle de Léo Ferré, j'ai vu des images, il y a des drapeaux noirs qui sont levés, et il y a Léo Ferré qui dit qu'il n'est pas un porte-parole de mai 68, mais qui se sent en accord avec les jeunes, et même aussi jeune que les jeunes. Exactement. Alors donc, il a plus de 50 ans à l'époque. C'est là qu'il va laisser pousser ses cheveux, qu'il va cesser de les teindre, et que donc il va assumer son statut et son âge, et qu'il va apparaître, en fait, dans les années 60, les chanteurs à texte comme lui, Brassens, Ferrat, Jacques Brel avaient été un peu ringardisés par la vague yéyé. Et tout d'un coup, c'est Léo Ferré qui va devenir plus jeune que ses compagnons ou concurrents plus jeunes et qui va effectivement devenir le porte-parole de cette jeunesse. Et d'ailleurs, le Figaro, à l'époque, avait dit « La clique de Nanterre devient la claque de Bobino », ce qui était plutôt insultant de la part de ce journal très peu favorable à mai 68, mais qui a été plutôt ressenti comme un compliment par Léo Ferré et encore plus par Eddie Barclay. Voilà, oui, parce qu'il a vendu des disques à la suite de ça. Et Léo Ferré a dit à cette époque mes barricades, il y a 20 ans que je l'ai construit. Oui, parce qu'en fait, il était un peu en avance là-dessus. On peut dire qu'il était un peu à l'origine de ce qu'on a appelé par la suite, et venant des années, le protest song. Dans les années 60, il a des chansons qui sont interdites à la radio. Sud Radio n'existe pas, mais il n'y a pas non plus la RTF, un peu le monopole. Alors quand il fait une chanson pour dénoncer les guerres coloniales ou la torture en Algérie, évidemment, ça ne va pas passer à la radiodiffusion française. Et donc, bien effectivement, il ne s'est pas arrêté à cela. Il a quand même continué il ne s'est pas tu, il a continué à faire des textes qui agaçaient le pouvoir, mais qui lui paraissaient rendre compte de ce qu'il estimait être juste et légitime. En fait, on ne le censure pas, on déconseille la diffusion, ce qui est beaucoup plus subtil.
Oui, et du coup, le programmateur prudent va plutôt obéir à l'autocensure et parfois pire que la censure. Alors, il faut savoir que Léo Ferré, enfant et adolescent, était timide, obéissant. Son père lui a dit « tu feras des études d'avocat ». Il a commencé à Paris des études d'avocat. D'ailleurs, il y avait un certain François Mitterrand parmi ses condisciples. Tout à fait. Voilà. Et son père voulait qu'il ait ce métier-là. Son père était directeur du personnel de la SBM à Monaco, qui a été créée en 1863, la SBM, pour développer le jeu à Monaco. Et on voit ce que ça a donné. Voilà, alors effectivement, il est monégasque, ce qui est curieux pour un anarchiste, parce que c'est pas vraiment, c'est un peu le paradoxe. D'ailleurs, comme il est aussi mort le 14 juillet, pour un antimilitariste, c'est paradoxal. Il y aura 30 ans cette année, justement. C'était l'homme des contradictions et l'immense provocateur. Son père avait gravi les échelons à la Société des Bains de Mer de Monaco, était devenu directeur du personnel. C'est un homme très rigide, très droit, qui avait été plutôt pétiniste que gaulliste durant la guerre, et qui, alors que Léo, tout enfant, qui était dans l'amour familial avec sa mère, ses tantes, il a été très jeune envoyé à Bordighera, un collège tenu par les pères en Italie, de l'autre côté de la frontière, où il a été numéroté. On a dit non, sa mère arrive, dit je vous présente mon père, je vous présente Léo, dit non, numéro 38. Donc il a été un peu réduit à cela, et son père avait toujours beaucoup l'autorité, était très envahissant, et Léo Ferré a mis très longtemps à se débarrasser de la tutelle de son père. Ensuite, il s'en est bien débarrassé. Oui. Et il faut savoir que Bordighera a été visité par Evita Peron en 1947 et qu'il y a aujourd'hui une promenade Argentina grâce à la visite d'Evita Peron. Ah ben vous me l'apprenez, je l'ignorais totalement. C'est très amusant de connaître ce lien-là. Alors, il se trouve aussi que la passion de Léo Ferré, c'est la musique. Et enfant, il s'invente des orchestres qu'il dirige seul face à la mer, Pascal Boniface. Oui, il a été habité par la musique tout le temps. Il s'y est réfugié. Effectivement, il a des souvenirs d'enfant où, face à la mer, il dirige des orchestres imaginés, seul face à la mer et à la musique. Et sa vie a été bercée par la musique. Il raconte aussi que lorsqu'il était dans cette pension austère qui était une prison, il disait « j'étais à quelques kilomètres de ma mère, mais j'étais à des milliers de kilomètres plus loin que s'il avait été en Chine ». Et sa mère venait à l'époque, le jour de congé scolaire était le jeudi, non pas le mercredi comme maintenant. Sa mère venait de temps en temps le voir le jeudi. Et un jour, elle l'a emmené dans un salon de thé, prendre un chocolat. Et il a entendu une symphonie de Beethoven. Et il a été saisi, effectivement, frappé par cette symphonie. Donc, il a toujours voulu être musicien. Voilà. Et d'ailleurs, c'est à 11 ans qu'il a composé sa première mélodie sur un poème de Verlaine, Soleil couchant, et beaucoup plus tard, il l'a enregistré. Comme des soleils couchant sur les grèves, fantômes vermeils défilent sans trêve. À 11 ans, c'est quand même pas mal d'écrire ce genre de mélodie, Pascal Boniface. Alors, il y a un de ses amis à Bordighera qui lui a dit « mais tu sais, les poètes, c'est bien », et qui lui a fait lire, et forcément, les poètes maudits, les poètes interdits, Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, qui n'étaient pas les poètes classiques bien en cours. Et là, c'était le deuxième choc, la musique, la poésie, qui ont accompagné toute sa vie Léo Ferré. Et ensuite, il n'a eu de cesse, dans le restant de sa carrière, de se battre avec ses maisons de disques pour qu'il puisse y avoir des disques de ces poètes mis en musique par Léo Ferré. Voilà. Il a découvert aussi le jazz et les comédies musicales de Broadway, avec Gershwin, Irving Berlin et Fred Astaire. Il était très éclectique musicalement. Il a fait effectivement à la fois de la musique symphonique, il a joué avec un groupe pop. Il a failli enregistrer un disque avec Jimi Hendrix, mais oui. Hendrix est mort prématurément, bien sûr, et surtout avant que cette rencontre avec Léo Ferré puisse avoir lieu. Hendrix avait fait son premier concert à Paris, d'ailleurs, dans la région parisienne, avec Johnny Hallyday en première partie. Oui, effectivement, avant de devenir l'immense idole qu'il était, et l'immense idole qui est devenue Johnny Hallyday également. Et donc cette rencontre, Léo Ferré était en tournée au Canada, il est passé à New York pour rencontrer Jimi Hendrix, mais il était malade et la rencontre n'a pas pu se faire. Voilà. Et les premiers instruments de musique qu'a joué Léo Ferré, c'était le piston, je crois, dans la fanfare municipale, dans la fanfare du collège. Oui, effectivement. Et puis après, il a pris des cours de musique. Son père ne voulait pas. Son père disait non, la musique, ça nourrit pas son homme. Mais il s'est mis un peu, et disons que sa mère avait accepté qu'il prenne quelques leçons de musique pour un peu atténuer la peine qu'il avait d'être dans cette prison qui était son collège. Oui, et puis il y avait la voix de soprano qu'il a développée dans une chorale de cathédrale. Effectivement, parce qu'en fait, Léo Ferré, c'est aussi une voix.
Quand on écoute certaines chansons, on sent quand même, c'est un timbre, c'est une puissance de la voix qu'il a développée, pas au début de sa carrière d'ailleurs. Au début de sa carrière, il a une voix qui porte pas beaucoup, il ne sait pas se tenir sur scène. C'est par la suite, dans les années 60, qu'il va prendre l'ampleur qui sera la sienne par la suite. Et puis, pour apprendre le métier de musicien, il n'a pas forcément été dans une école de musique, mais il a assisté à des répétitions de musiciens venus du monde entier grâce à son oncle Léo Ferré. Oui, alors son oncle était régisseur à Monaco, une salle de spectacle très connue, et effectivement, il a assisté à des répétitions de grands maîtres qui venaient, il assistait à cela, il était vraiment très frappé, il avait vraiment très impressionné par les chefs d'orchestre très célèbres, très majestueux qu'il connaisse, et un jour, il y en a un d'eux dit « Ah, mais j'écoutais votre musique, non, mais c'est pas ma musique, c'est celle de Beethoven. Oui. » Et donc, effectivement, il s'est fait, c'est avant tout un autodidacte pour la musique. Il a écrit des musiques merveilleuses, mais sans avoir été réellement au conservatoire, sans avoir réellement eu une formation musicale. Il a beaucoup appris sur le tas. Voilà, et ça lui a permis de réaliser ses rêves. L'un de ses rêves, il l'a réalisé le 7 novembre 1975. À tout de suite sur Sud Radio avec Pascal Boniface pour parler de Léo Ferré. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Pascal Boniface, géopolitologue de profession et passionné de Léo Ferré. Vous publiez avec Lucchino une BD Léo Ferré, n'idiot ni maître chez Duno. Et donc on rend hommage à Léo Ferré qui nous a quittés voici 30 ans, enfin au mois de juillet, le 14 juillet, ça fera 30 ans exactement. Le 14 juillet, voilà sa disparition. Alors parmi les dates importantes de sa vie, c'est le 7 novembre 75. Le rêve est devenu réalité car ce jour-là, au Palais des Congrès, il dirige les musiciens de l'orchestre Padeloup. Et là, ça a été aussi quelque chose d'extraordinaire. Il est au milieu, sur la scène, avec les musiciens de chaque côté. J'ai eu le bonheur d'assister 2 fois à ce spectacle. 80 musiciens, 60 choristes, une salle de 3600 places. Pleine pendant plus d'un mois. Il a même dû prolonger et Sylvie Vartan a accepté qu'il prolonge. Sylvie Vartan, avec beaucoup d'élégance, avait accepté de retarder son propre spectacle parce que la demande était tellement forte qu'il a prolongé. Et 3600 places remplies, sans subvention, sans argent public, pour écouter de la musique classique, écouter la poésie. Et comme disait Léo Ferré, Karajan y fait une soirée, c'est 1000 visons qui sont dans la salle, subventionnés par l'État. Là, c'est des gens qui n'avaient peut-être jamais de leur vie écouté de la musique classique, jamais peut-être de leur vie connu ces grands poètes qui étaient là pour voir Léo Ferré et qui ont eu ce spectacle magnifique et cet exploit de chanter tout en dirigeant un orchestre. Oui, et en même temps, les prix étaient compétitifs puisqu'il avait exigé que les prix soient les plus bas possibles, Léo Ferré. Effectivement, à l'époque, les prix pour les billets étaient 10 francs, alors que les autres chanteurs faisaient payer 40 francs. C'était un peu plus cher au Palais des Congrès, parce qu'il fallait payer l'orchestre aussi, qui a dédommagé, mais il y avait quand même... une fois encore, 4 musiciens, 60 choristes sur scène, et le grand Léo, qui fait à la fois... qui dirige de la musique classique, notamment le concerto pour la main gauche de Ravel, Coriolan de Beethoven et ses propres textes. Et Coriolan, justement, par Léo Ferré, comme chef d'orchestre, le voici. Ça, c'est Léo Ferré. Vous avez vu ce spectacle extraordinaire en direct. C'était quand même... Il était en transe pendant le spectacle, Léo Ferré. Oui, parce que c'était, comme vous l'avez dit, il réalisait son rêve de diriger. Pendant très longtemps, d'ailleurs, il ne voulait pas chanter lui-même. Il disait, moi, je préfère composer, faire de la musique, c'est ça. Et donc là, pouvoir diriger un orchestre... Alors, contre l'avis de tous les bien-pensants. Parce que bien sûr, les professionnels de la profession disaient quoi ? Un artiste de variété qui va diriger un orchestre, c'est pas possible, c'est pas admissible, et les gens aiment bien caser quelqu'un dans un endroit dont il ne veut pas sortir, dans une sorte de ghetto intellectuel. Et en fait, à la première répétition, tous les musiciens de l'orchestre Padeloup se sont levés pour l'applaudir parce qu'ils avaient vu qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui connaissait la musique dans tous les sens du terme. Oui, mais il avait appris à diriger un orchestre tout seul. Il n'avait pas pris de cours, Léo Ferré. Non, une fois encore, l'autodidacte, mais aussi le génie. C'est qu'un autodidacte qui est génial, c'est plus facile. Et il connaissait très bien la musique. Il avait appris à diriger tout seul. Et surtout, il avait travaillé. Parce qu'il y a eu quand même de nombreuses répétitions avec les concerts Padeloup qui, une fois encore, ont été vraiment subjugués par l'ardeur de Léo Ferré et qui connaissait déjà sa musique. Oui, et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'avait beaucoup impressionné, et il a eu un privilège, Léo Ferré, c'est qu'il a vu Maurice Ravel en train de répéter.
Lorsqu'il était jeune enfant, effectivement, à Monaco, il avait vu Maurice Ravel et c'est aidé par son oncle qui lui permettait de venir en coulisses. Et c'est là, effectivement, qu'il a pu voir, d'où, effectivement, sa volonté de faire ce concerto pour la main gauche que Ravel avait créé pour un pianiste qui avait perdu un bras, son bras droit, au cours de la Première Guerre mondiale, pour qu'il puisse continuer à jouer de la musique. Alors, la légende prétend qu'un soir, Léo Ferré se retrouve au cœur d'une séance de spiritisme et il y a l'esprit de Maurice Ravel qui surgit d'une table et le compositeur avait laissé une œuvre inachevée. Léo Ferré s'est mis au piano et a joué un thème quasi proche de Ravel. Alors, si ce n'est pas vrai, c'est assez beau pour être vrai. Voilà, mais en tout cas, la légende circule bien et il l'a jamais démenti. Oui. Bah, c'est trop beau pour être démenti. Alors, il se trouve aussi qu'il y a eu un premier métier qu'a exercé à Monaco Léo Ferré. Il a travaillé à Radio Monte-Carlo comme balayeur, bruiteur et régisseur. Alors, c'était une époque où on faisait tout dans ce métier. Pour lui, c'était une façon d'accéder. D'une part, il fallait bien vivre. Et effectivement, son père voulait qu'il soit dentiste au départ. Donc, il a été travaillé comme stagiaire chez un dentiste. Il s'est gouré dans les produits. Le dentiste l'a viré. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Parce que sinon, peut-être qu'il y a eu des très belles dentitions à Monaco, mais ça aurait été une perte quand même pour l'art. Et puis donc, il bricolait, mais ça lui permettait d'être dans le monde musical, même par accro. Et ça lui a permis une sorte d'acculturation. Voilà. Au monde musical. Et puis, il y a la guerre éclatée. Il a élevé des vaches et vendu du lait à Beau Soleil, près de Monaco. Et il est devenu speaker et pianiste à Radio Monte-Carlo. Effectivement, toujours dans cette idée de s'approcher de l'art, de la chanson, de la musique. Et effectivement, et donc c'était une façon, effectivement, d'avoir accès aux partitions et de commencer un peu à connaître du monde. Oui, il commençait à écrire, il cherchait son style, Léo Ferré. Il cherchait son style et effectivement, il n'y parvenait pas beaucoup. Il a été voir une première fois pendant la guerre Charles Trenet, après un de ses spectacles. Il lui a chanté 2 chansons et Charles Trenet dit oui, c'est bien, mais quand même, ne chantez pas vous-même, c'est pas terrible. Et c'est vrai que Charles Trenet avait raison, il n'était pas très bon sur scène à l'époque. Oui, mais alors il y a une autre anecdote que Trenet m'a racontée. Il est au Bœuf sur le Toit où Léo Ferré s'est produit à Paris. Et Léo Ferré monte sur scène, tout le monde parle, personne ne l'écoute. Et Trenet monte sur scène et dit écoutez-le, il a du talent, il a du génie. Effectivement, et c'est aussi toujours au Bœuf sur le Toit que Ferré chantait. Donc c'est une salle, il y avait 30-40 personnes qui mangeaient en même temps que quelqu'un jouait de la musique. Et une fois Ferré, qui pourtant devait courir le cachet, c'est à l'époque des vaches maigres, très 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 maigres, et Ferré s'est fâché avec une femme qui parlait pendant qu'il chantait en disant « Tu sors, sinon je te renverse le champagne sur la tête ». Le patron n'était pas très content, mais voilà, il ne se laissait pas monter sur les pieds. Ce qui a changé sa carrière, c'est qu'en 46, il y a Edith Piaf qui chante à Monaco, il va la voir dans sa loge, et lui dit écoutez, non franchement, venez à Paris, si vous voulez faire carrière dans ce métier-là, il faut monter à Paris, ne restez pas à Monaco. Voilà. Et il a rencontré quelqu'un qui a beaucoup compté pour lui, qui a été le complice de Michel Arnaud dans un cabaret parisien chez Miller-Larsouille, où a débuté Serge Gainsbourg, totalement inconnu, c'est Francis Claude. Francis Claude qui a fait beaucoup de paroles, notamment à la scène, qui a été son parolier, effectivement, et qui a été un des premiers à composer des textes sur lesquels Léo Ferré a mis sa musique. Comme celle-ci, La vie d'artiste. Le piano. La vie d'artiste de Léo Ferré, une chanson où le piano, bien sûr, est très présent, parce qu'à l'époque, il s'accompagne au piano. Il s'accompagne au piano, ce qui, pour les cabarets, n'est pas très pratique, parce que tous les cabarets n'ont pas de la place pour le piano. Et ça, c'est une chanson aussi qui est un peu consacrée à sa première séparation, son premier divorce avec Odette, qui fut sa première femme. Et donc, il le chante de façon, cette fameuse fin du mois qui nous revient 7 fois par semaine, qui, depuis qu'on est toi et moi, nous revient 7 fois par semaine. Donc, c'est les vaches maigres qui se séparent. Par la suite, il va l'interpréter de façon beaucoup plus violente pour incarner son second divorce, beaucoup plus problématique et passionnelle avec Madeleine. On va en parler justement, mais il se trouve aussi qu'il traîne dans un cabaret de Montmartre, le plus vieux cabaret de Montmartre, le Lapin Agile, où Nougaro est venu dire des poèmes parce que son père Pierre l'a un jour pris par la main et conduit, où Brassens a passé une audition un soir et n'a même pas tenu jusqu'au bout tellement on l'écoutait peu, et puis c'est le Lapin Agile, et là il va rencontrer Jean-Roger Cossimon, qui a été très important pour lui. Jean-Roger Cossimon qui est son frère spirituel, qui va composer pour lui
comme à Ostende, Ne chantez pas la mer et Monsieur William. Et toutes ces chansons, effectivement, ce sont des frères en anarchie, en monde libertaire, un poète un peu, et des gens qui sont à la fois centraux dans le paysage artistique et complètement marginaux par leur absence de lien institutionnel. Et effectivement, la relation entre Ferré et Cossimon ne se démentira jamais. Voilà. Et comme à Ostende, c'est justement l'un de ces titres phares de Léo Ferré et Jean-Roger Cossimon. La barmaid avait 18 ans et moi qui suis vieux comme l'hiver. Au lieu de me noyer dans un verre, je me suis baladé dans le printemps. De ses yeux taillés en amande. Là, la voix commence à être forte. La voix quand même. Justement, j'allais vous dire la voix, les paroles. Au lieu de me noyer dans un verre, je me suis noyé dans le printemps de Ces taillés en amande. Formidable, formidable vers de Cossimon. Mais la musique, mais surtout la mer. On voyait les chevaux de la mer qui fonçaient la tête la première et qui fracassaient leur crinière devant les casinos déserts. On s'y croit, on y est. Et quand c'est en plus magnifié et par la musique et par la voix de Léo Ferré, on est transporté. Et on a un peu oublié Jean-Roger Cossimon, qui a quand même été l'un des premiers à participer aux émissions expérimentales de la télévision, qu'on ne connaît pas. Et il a été le volontaire et toujours présent à la radio et à la télévision au temps des pionniers. Il mérite au moins qu'on lui rende cet hommage. Avec une magnifique chanson que Léo Ferré n'a pas chantée, Les Cœurs Purs, qui a été un très très grand succès. Il a chanté d'autres titres et on va les évoquer à travers une autre date, le 10 mars 1955. À tout de suite sur Sud Radio avec Pascal Boniface pour parler de Léo Ferré. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Pascal Boniface, géopolitologue mais surtout inconditionnel de Léo Ferré. Vous publiez Léo d'Idiot du Maître, une bande dessinée avec Lucchino pour raconter le parcours de Léo Ferré. C'est chez Duno, on va en parler encore plus longuement tout à l'heure. Mais c'est vrai que vous connaissez bien le parcours de Léo Ferré, et vous le démontrez depuis le début de cette émission. Le 10 mars 1955, ça vous dit quelque chose ? Alors c'est l'avant-première de Janine Becker à Bobino. C'est l'Olympia. En fait, non. En 54, il a fait l'ouverture, le lever de rideau de Janine Becker. Et là, c'est son premier spectacle en vedette à l'Olympia. Oui, et cela, il le doit à un succès d'une chanson qui est celle-ci, qu'on écoute par Catherine Sauvage. Paris bandit, aux mains qui glissent, t'as pas d'amis dans la police. Dans ton corsage de néon, tu n'es pas sage, mais c'est si bon. Hold up savant. Paris Canaille, par Léo Ferré, pas par Catherine Sauvage, mais c'est Catherine Sauvage qui l'a créé au départ. C'est Catherine Sauvage qui est comme Joli Môme, comme d'autres chansons, comme Paname, etc., qui a vraiment lancé un peu la carrière de Léo Ferré, la reconnaissance par quelqu'un d'autre. Cette chanson, Paris Canaille, a été refusée par Yves Montand, qui disait bah non, j'ai déjà une chanson de gangster, par les frères Jacques, disant il y a trop de paroles, et par Mouloudji, qui était un peu resté muet. Et puis Catherine Sauvage a fait le succès de cette chanson qui reste actuelle. Alors, il se trouve que Catherine Sauvage a débuté dans les cabarets. Elle passait en même temps aux Trois Baudets et à la Villa d'Est, et elle passait en même temps que Brassens. Et c'était Jean-Pierre Chabrol qui avait une moto où il y avait Brassens et Catherine Sauvage qui se mettaient sur la moto pour aller courir les Trois Baudets à la Villa d'Est, et ils chantaient. Et Catherine Sauvage faisait 3 chansons, et en général Brassens quittait la scène au bout de 2 parce que personne n'écoutait. C'était une époque un peu l'époque des cabarets, effectivement, et Jean-Pierre Chabrol, qui était un ami très proche de Léo Ferré, a joué un rôle aussi important dans sa vie après son second divorce, où il a hébergé les amours interdites par la loi, puisque Léo Ferré n'était pas divorcé et que Marie-Christine, sa future femme, était mineure dans le Lot. Voilà, et ça, on va évoquer plus tard cette vie, mais surtout, ce spectacle de l'Olympia est important parce que pour la première fois, Léo Ferré chante devant le micro et pas devant un piano. Oui, alors même si c'est pas un franc succès, parce qu'il arrive, il est fagoté comme l'as de pique, il a presque des bottes, un fuseau, etc. Et là, Madeleine Rébériou, sa seconde femme, va jouer un rôle important c'est déjà elle qui l'avait conseillé de se libérer du piano et d'avoir plus de voix, forcément. Et donc, elle va effectivement forger un peu un style Léo Ferré. Il va au fur et à mesure acquérir cette prestance sur scène, mais la première partie de Janine Becker était vraiment un four, au moins qu'on puisse dire, et son premier passage Olympia n'a pas été un franc succès. Oui, d'autant plus que certains spectateurs se sont même levés et ont quitté la salle pendant une chanson qui s'appelait « Merci mon Dieu ». Nous te disons merci mon Dieu de nos salaires raccourcis,
et qui rallonge notre gêne. Ça, en 1955, c'est pas tout à fait d'actualité, Pascal Boniface. Alors effectivement, son anticléricalisme pouvait choquer une partie de l'auditoire dans une France quand même des années 50, ce qu'elle était. De même qu'il avait fait une chanson, Monsieur Tout Blanc, un peu avant, qui mettait en cause l'attitude du pape Pie XII pendant la Seconde Guerre mondiale, le fait qu'il était resté relativement insensible au sort des Juifs déportés. Alors il y a la critique littéraire, la critique philosophique, il y a les contes comme André Breton, qui n'aime pas du tout Ferré, il y a les pour comme Gaston Bachelard, qui dit « On se sent plus vivant après vous avoir lu ou vu sur scène ». Alors la rupture entre André Breton, le pape du surréalisme, et Léo Ferré est quand même un moment extrêmement important dans sa vie. Il se lie d'amitié avec André Breton, il se voit très souvent, il l'invite un jour un week-end dans une petite maison qu'il avait achetée à Nonancourt juste avant la Normandie. Il lui lit les poèmes de ce recueil qu'il doit publier et lui demande de rédiger la préface. Et André Breton, peut-être dans les effluves d'alcool, accepte sur le principe. Le lendemain, il dit « Léo Ferré, danger de mort, ne publiez jamais cela ». Léo Ferré prend ça très très mal. Il va publier ce poème avec sa propre préface qu'il va chanter sur scène seulement 15 ans plus tard, dans les 70, même beaucoup plus tard, où il va fustiger André Breton et il lui envoie une lettre de rupture en disant « Bon, en fait, vous voulez être le seul à pouvoir écrire des poètes surréalistes et, grosso modo, je vous emmerde. » Ouais, exactement. D'ailleurs, le merde, il l'a dit dans une autre chanson. Merde à Vauban, merde à Vauban. Bagnard, je suis chaîne et boulet, tout ça pour rien. Ils m'ont serré dans l'île de Ré, c'est pour mon bien. Voilà, Cette chanson a été interdite. Cette chanson a été interdite parce que, voilà. Et effectivement, Francis Blanche, qui était très proche de Léo Ferré, dit « Oui, c'est vrai qu'il y a un gros mot dans cette chanson, c'est Vauban. » Voilà. Mais au fait, la première version que Pierre Segers avait écrit un texte, c'était « Zut à Vauban ». Et Ferré ne l'a pas accepté. Oui, non, parce que effectivement, de même que quand il a chanté Pauvre Rutebeuf, une chanteuse avait dit « Et droit au cœur qu'en bise au ventre ». Et Léo Ferré lui a dit « Madame, de mon temps, ne confondez pas le cœur et le cul ». Puisque dans la version originale de Léo Ferré, c'est « Et droit au cul qu'en bise au ventre ». Voilà, c'est autre chose. Alors, il se trouve que cette chanson a été créée à Bobino. Et là, Bobino, 3 ans après l'Olympia, d'abord, il a coupé ses cheveux, il a enlevé ses lunettes. Et ça marche beaucoup mieux. Il devient beaucoup plus populaire, Léo Ferré, Pascal Boniface. Là, il prend vraiment son envol. Il prend vraiment son envol et le grand succès, son premier grand succès, ça sera l'Alhambra 61, alors qu'il a déjà mis en musique les poèmes d'Aragon qu'il avait rencontrés. Il rencontre Aragon et Aragon lui dit « Ah bah les poèmes, oui, ça fera 45 ». Léo Ferré dit « 45 poèmes à mettre en musique ?» Non, non, vous serez le 45e à mettre mes poèmes en musique. Je ne pense pas qu'on se rappelle les 44 premiers. Par contre, tout le monde connaît l'affiche rouge où « Est ainsi que les hommes vivent ». Voilà, et il y a une autre chanson aussi qui est je chante pour passer le temps. Je chante pour passer le temps. Je chante pour passer le temps, petit qu'il me reste de vivre, comme on dessine sur le givre, comment se fait le cœur content. Allant ses cailloux sur l'étang, je chante pour passer le temps. Alors, on parle toujours de Jean Ferrat et Isabelle Aubray qui ont chanté Aragon, mais en même temps, Léo Ferré l'a fait un petit peu avant eux. Il l'a fait avant eux, il l'a mis en musique. Effectivement, cet album qu'il a imposé à Barclay. Barclay veut faire signer Ferré en 60, et Ferré dit « Oui, d'accord, mais je vous fais un disque normal, mais d'abord, on fait un disque sur les chansons d'Aragon. » Barclay « Oh, mais pour signer Ferré, il accepte. » En fait, contrairement, pour une fois, Barclay n'a pas eu le sens commercial qu'on lui connaît. Ce disque a été un immense succès. Et Ferré en a fait une chanson. Monsieur Barclay m'a demandé, Léo Ferré, fais-moi un succès. Et donc, il a effectivement mis en musique Aragon. Et par rapport à cette chanson, Je chante pour passer le temps, Ferrat a répondu par un texte qui s'appelle Je ne chante pas pour passer le temps. Voilà. Mais il se trouve aussi qu'Eddie Barclay, à l'époque, était le roi du micro-sillon, puisqu'il avait, avec sa femme Nicole, car c'est elle qui l'avait trouvé, avait fait les premiers 45 tours en France. C'était le showbiz, c'était pas vraiment l'univers de Léo Ferré, dit Barclay. Non, mais il disait au moins, avec Barclay, on peut discuter. C'est pas une multinationale. Il n'a pas un conseil d'administration. Il fait tout lui-même. Il avait les meilleurs arrangeurs musicaux, les meilleures pochettes, les plus belles pochettes, etc. Et donc, ils ont
fait affaire ensemble, ils s'engueulaient, mais ils s'entendaient jusqu'à la rupture à propos d'Édith Piaf. Voilà, mais oui, parce qu'en fait, je crois que Léo Ferré a fait une chanson sur Édith Piaf et Mireille Mathieu. Ou sur Mireille Mathieu, une chanson à une chanteuse morte, où qui se disait « Quoi qu'en fasse et que dise, tu n'as jamais été remplacé. Quoi que fasse et que dise Monsieur Stark », qui était l'impresario de Mireille Mathieu, qui était produite par Eddie Barclay. Donc Eddie Barclay n'a pas mis cette chanson dans l'album. Ferré lui a fait un procès, alors que c'était son producteur. Et Johnny Stark a dit « Mais c'est un honneur d'être cité par Monsieur Ferré. Je me serais jamais opposé à ça. » Voilà. Et Johnny Stark était en fait devant sa télévision en train de regarder Télédimanche et il a vu Mireille Mathieu à la télévision dans le jeu de la chance. Il a foncé immédiatement et un quart d'heure plus tard, il a dit « Je vais vous lancer ». Et c'est ce qui s'est passé. C'était effectivement un radio-crochet qui a donné la carrière que l'on connaît de Mireille Mathieu. Alors j'en reviens à Léo Ferré, Pascal Boniface, et donc ce spectacle de 1961 à l'Alhambra, d'ailleurs il est vêtu de cuir noir, ses gestes sont précis, ça n'a rien à voir avec ce que c'était avant. Effectivement, là, il s'est professionnalisé, il maîtrise cela, il a une voix qui s'est posée, et il peut chanter des chansons sur lesquelles sa voix porte réellement. Il a construit le spectacle en alternant les chansons d'amour, les chansons contestataires. Il crée une complicité avec le public. L'Alhambra, c'est 2000 places, c'est quand même une grande salle. Oui, cette salle n'existe plus aujourd'hui. Cette salle n'existe plus. C'était la salle Alhambra Maurice Chevalier à l'époque. Voilà, et donc qui est l'une des grandes salles de music hall de Paris. À l'avant-première, il y a presque tout Paris, Alain Delon, etc. Aragon, bien sûr. Et c'est un succès, effectivement, qui a marqué, moi je n'y étais pas, j'étais bien trop jeune pour y être, mais qui a marqué tous ceux qui ont assisté à ce spectacle. Alors, quand même, dans ce spectacle, il ricane sur les rupins, ce qu'il appelle les pharisiens et parisiens, et il s'exclame « T'es rock coco » parce qu'il pense que la mode du rock ne durera pas. Non, effectivement, il est un peu contre les yéyés. Il a fait des chansons en disant « Oui, you speak English », etc. Il est un peu contre... En fait, ce qui est assez curieux, c'est que les chanteurs yéyés sont venus parce que les jeunes avaient envie de danser sur la musique. Et on danse pas sur du Ferraz, sur du Brel, etc. Mais après, Ferré a fait des chansons comme cet extra Avec le temps ou La Nana, sur lesquelles on a beaucoup dansé et sur lesquelles beaucoup de couples se sont formés. Mais effectivement, dans un premier temps, il y a une réticence. Il se moque de Brigitte Bardot, il se moque des yéyés. Et ensuite, il va outfoxer, il va les dépasser dans sa complicité avec la jeunesse. C'est vrai que le temps des yéyés a tué une partie des artistes des années 50 et Léo Ferré a failli être emporté par la vague. Il aurait pu, effectivement, sans son génie, sa résilience et le fait que 68 a été un bain de jouvence. 68, c'est bien sûr la révolution politique, mais c'est surtout et avant tout une révolution personnelle. Pour Léo Ferré, il va, comme il l'a dit très souvent, se décolliériser et s'autoriser des choses qu'il ne s'autorisait pas auparavant. Mais c'est venu au fil des années, c'est-à-dire qu'il avait ça en lui depuis toujours et il y est arrivé. Il y est arrivé, effectivement, et Marie-Christine, sa troisième épouse, en fait, n'a pas voulu intervenir. Elle a voulu, en fait, le réconforter, lui permettre que son génie créateur puisse se développer dans les multiples formes où il s'est développé. Et on lui doit cela. Parce que c'est par la suite, après 68, que, à la fois, il dirige des orchestres de musique classique, des groupes pop, qu'il se lance, qu'il va commencer à faire des longs textes scandés, parlés, qui sont un peu l'ancêtre du rap et du slam, et des chansons comme Il n'y a plus rien, 14 minutes parlées qui ne peuvent pas passer à la radio. Voilà. À la radio, en revanche, cette chanson est souvent passée. T'es toute nue sous ton pouls, y'a la rue qui est ma bouche jolie. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par-dessous joli mou. Un des premiers succès de Juliette Gréco. En fait, elle n'est plus le symbole de Saint-Germain-des-Prés. Elle arrive à Bobino et elle devient la chanteuse en noir qu'on va connaître. Et Cocteau lui avait dit, tu chantes pour 200 personnes, il faut chanter pour des millions de gens. Et Ferré lui a donné cette chanson comme à Catherine Sauvage. Voilà. Et Joli Môme, qui a un succès, vraiment un des plus gros succès de Léo Ferré, est quand même une chanson de 61 qui est d'un érotisme. Quand on écoute très précisément les paroles, on se dit que chanter ça en 61, à une époque où une speakerine de la télévision s'était fait renvoyer pour avoir montré ses genoux sur une photo, on se dit que quand même Ferré y allait fort. Hein. Oui, alors l'histoire de Noël Doblecourt, c'était elle qui s'est fait renvoyer pour avoir montré ses genoux. En fait, je pense qu'il y avait plutôt une autre histoire de harcèlement en coulisses et qu'elle a payé ce harcèlement parce qu'elle n'a pas voulu et qu'elle a été un peu éjectée. Je crois que c'est la vraie version.
pour votre En culture tous les cas, personnelle. le prétexte qui a été donné officiellement n'est pas plus glorieux. Non, en tout cas, mais il y a eu d'autres gloires avec Léo Ferré, et puis cette gloire, vous l'évoquez dans un livre qu'on va évoquer dans quelques instants à travers la date de sa sortie, le 24 mai 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Pascal Boniface pour parler de Léo Ferré. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Pascal Boniface. Donc, le 24 mai 2023 est sorti ce livre Léo Ferré, ni Dieu ni maître, avec Lucchino, un dessinateur chez Duno, et c'est une BD sur la vie de Léo Ferré. Pourquoi, alors que vous connaissez Léo Ferré, on l'a constaté depuis le début de l'émission, pourquoi cette BD aujourd'hui? J'ai déjà fait un livre pour le centenaire de sa naissance en 2016 et je voulais, à l'occasion du 30e anniversaire de sa disparition, revenir sur le Ferré. Et je pensais que la bande dessinée était un mode d'expression qui permettait peut-être de toucher un public jeune, des gens qui ne connaissent pas encore Léo Ferré, qui peut-être n'iraient pas lire un livre entier sur un artiste qu'ils connaissent peu ou mal, et que la bande dessinée serait un moyen plus attractif de les amener à découvrir d'une part la vie dans un premier temps, et peut-être par la suite l'œuvre de Léo Ferré. Donc c'est un peu pour avoir un accès plus facile à l'immense œuvre de Léo Ferré. Oui, parce que justement, on sait aujourd'hui que les musiques passent vite, la mode c'est ce qui se démode, disait Cocteau, et Léo Ferré, bon, il a son public, mais les jeunes ne le connaissent pas vraiment. Non, mais est-ce que les jeunes connaissent aussi Brel, Brassens? Il y a effectivement, chaque génération a ses propres idoles, mais en même temps, et on le voit bien, il y a aussi des jeunes chanteurs, des jeunes artistes qui reprennent du Léo Ferré. Je pense que la façon dont il a mis en musique les grands poètes restera éternelle. Qui connaîtrait la fiche rouge si Léo Ferré n'est pas mis en musique? Très peu de gens. Et il y a beaucoup de poèmes de ces grands poètes qui seraient inconnus. Que sont mes avis devenus ne seraient jamais connus si Léo Ferré ne l'avait pas mis en musique. Donc il y a aussi cet accès aux œuvres des autres poètes que Léo Ferré. Et je pense que quand on écoute La mémoire ou la mer, La mémoire et la mer ou Avec le temps, on est saisi à la première écoute. Oui, car les textes de Léo Ferré, comme les musiques, qui sont des mélodies, sont toujours d'actualité. Elles sont éternelles, elles font partie du répertoire français. Pour moi, Léo Ferré est le plus grand poète francophone du XXe siècle. Et ces musiques qui sont venues enluminer encore les textes, lui rendre encore plus hommage. Et effectivement, il a des compositions musicales. Moi, je ne suis pas musicien, mais j'ai rencontré beaucoup de musiciens qui disent que c'est quand même très sophistiqué, la musique de Léo Ferré. C'est pas des arrangements faciles. Alors, il y a un titre de cet album, ça s'appelle Ni Dieu ni maître. C'est également le titre d'une chanson créée par Léo Ferré. Ni Dieu, ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles. Ni Dieu ni maître, ça correspond exactement au caractère de Léo Ferré, Pascal Boniface. Complètement. Alors c'est une chanson qu'il a écrite contre la peine de mort, oui, où il s'est beaucoup mobilisé, mais effectivement, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite, ni Dieu ni maître, c'est son cri de ralliement. Léo Ferré était anarchiste, non pas au sens violent du terme. Il disait, moi je suis pas Ravachol, il a toujours été contre la violence, mais c'était le côté libertaire. C'est l'absence d'autorité, on n'impose pas aux autres quelque chose. Et donc il a toujours voulu revendiquer pour lui-même et pour les autres cette liberté. Donc il ne faut pas se méprendre sur le thème d'anarchisme qui est parfois vu à travers des actes violents. C'était pas du tout la conception de Léo Ferré. Mais la liberté, il l'a cultivée, Léo Ferré, depuis l'enfance à Monaco. Voilà, disons que en fait son caractère a été forgé à Bordighera et il s'est forgé un caractère en résistance par rapport au prêtre et par rapport à son propre père. Alors il se trouve aussi qu'il a eu des hauts et des bas dans sa carrière. Il a traversé des moments faciles et d'autres beaucoup plus difficiles où il n'avait plus un rond pour vivre pratiquement. Surtout au début, lorsqu'il vient à Paris en 46 et qu'il chante dans les cabarets, il n'a même pas de quoi se payer un paquet de cigarettes et à l'époque c'était pas si cher que maintenant le lendemain. Donc il a vraiment bouffé de la vache enragée comme beaucoup d'artistes de cette époque d'ailleurs, pendant 7-8 ans avant de s'établir et de connaître un plus grand succès. Donc il a vraiment été très volontaire. Une fois qu'il a connu le succès, ça ne s'est jamais démenti. Et ça a été plutôt grandissant. Mais les premières années, jusque 54-55, ont été extrêmement difficiles. Et après, il a souvent quitté Paris, il a habité ailleurs. C'était un vagabond aussi. Alors il a eu la première époque où il a vécu boulevard Pershing, là où était construit le Palais des Congrès, hasard de la vie. Et d'ailleurs, avant ce Palais des Congrès, il y avait à cet endroit le ministère de l'Intérieur. Donc imaginez que Léo Ferré a chanté à l'emplacement du ministère de l'Intérieur.
Voilà. Et puis ensuite, il avait acheté cette magnifique maison seulement accessible à marée basse en face de Cancale, et puis le château du Guesclin. Puis ensuite, du fait de Pépé, simplement qui n'était pas en place, il était au château de Perdrigal, à côté de Gourdon, dans le Lot. Et puis ensuite, avec sa rupture, pour aller vivre avec Marie-Christine et pour échapper un peu à la France, il a vécu les 25 dernières années de sa vie en Toscane, notamment dans sa maison à Castellana in Chianti. Voilà. Et le succès a été très grand, et quand même le plus grand, parce qu'il s'est retrouvé en tête des hit parades à sa grande surprise, c'est cette chanson. C'est extra. Des cheveux qui tombent comme le soir, et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir, et ce mal qui nous fait du bien. Alors là, on est carrément dans la pop musique, et il se retrouve donc en tête des ventes, ce qu'il n'espérait même pas dans ses rêves les plus fous. Mais non, effectivement, il bat les Beatles de quelques variétés, comme il dira dans un de ses textes. Cette chanson va devenir vraiment une chanson. Combien de couples se sont formés sur cette chanson, combien c'est un succès monumental, effectivement, qu'il a composé très rapidement. En fait, il est dans sa voiture avec Marie-Christine, il entend les Moody Blues. Night in West Satina, c'est pas mal ça. Et puis ça l'a inspiré, cette chanson qui est effectivement son plus grand succès commercial. Et comment il l'a expliqué, ce succès ? Est-ce qu'il est explicable? C'est la rencontre d'un homme et d'une époque, c'est la libération sexuelle post-68, ce voile, sous le voile à peine clos, cette touffe de noir Jésus, enfin voilà, c'est cette ambiance un peu sur le bateau qui tangue, une fille qui tangue et vient mouiller, etc. Et donc il rencontre effectivement la musique aussi, la musique est envoûtante, les paroles d'un érotisme très subtil fait que effectivement c'est le succès. Oui, et en même temps c'est un slow, et à l'époque c'est les dernières années où l'on drague sur le slow. Ah, effectivement, ça c'est le must dans toutes les surprises parties telles qu'on appelait les réunions d'adolescents à l'époque. Et effectivement, c'est sur les slows que l'on aborde un peu la fille que l'on veut draguer, etc. Et avec le temps aussi, il y a eu un très grand succès, mais cet extrait est beaucoup plus musical. Et disons, avec le temps, c'est la chanson, c'est le versant un peu triste de Léo Ferré, alors que cet extra, c'est le côté enthousiasmant. Et avec en plus un côté vacances quand même. Bien sûr. Alors il y a aussi un groupe pop qui est né après 68, qui est Zou. Et il va accompagner Zou, notamment avec un texte non chanté qui s'appelle Le Chien. Et là, ça fait un tabac aussi. Comment c'est né ça, Pascal Boniface? Alors en fait, Léo Ferré était un peu embêté. Il avait un texte, Le Chien, et il savait pas s'en sortir. Et Paul Cassiani, son gars, il dit écoute, t'as qu'à le déclamer, je m'arrangerai après. Et donc, c'est un texte assez long, qui mêle revendications politiques et tourisme personnel. Et si Dieu vraiment existait, il faudrait s'en débarrasser, des choses comme ça, qui ne passent pas, je ne parle pas comme Perse, etc. Et puis, c'est là qu'il devait voir, Jimi Hendrix, et qu'il n'a pas pu mettre en musique, et il rencontre les Zou. Effectivement, ils vont mettre de la pop musique sur ce texte qu'il va déclamer en disant, je suis un immense yes, un immense provocateur. Et effectivement, ça va rencontrer un succès dans toute la jeunesse, parce qu'il dit nous voulons la paix des chiens, je suis un chien, paix aux chiens de bonne volonté, etc. Et donc il y a un côté à la fois érotique, il y a un côté politique, comme toujours Léo Ferré à cette époque. Et pour les jeunes de cette génération, il y a de quoi vraiment satisfaire toutes leurs demandes. Oui, et c'est quand même la surprise de ceux qui aimaient Léo Ferré dans les années 50. Alors ça n'a plus rien à voir. Il y a à la fois une continuité dans le côté revendicatif, dans le côté texte politique, mais disons c'est du Léo Ferré décuplé d'énergie. Avec là, sur scène, il occupe vraiment tout l'espace, etc. Il est vraiment dopé par sa révolution culturelle personnelle, dopé par l'amour de Marie-Christine, dopé par son changement de vie. Et d'autres rencontres qui ont marqué sa vie, notamment, non pas à la radio, mais chez François-Xavier Christiani, où il a rencontré, qui est le réalisateur de RTL, de Radio Luxembourg, il a rencontré Brel et Brassens. Ça s'est à la fois bien passé, en même temps, il y a eu quelques mots, parce que je crois que Brel s'est un peu moqué de Léo Ferré, et ils auraient dû faire une tournée ensemble. Oui, alors c'est le sommet des trois à l'époque, les chanteurs à texte, les fameux. Avec Ferrat, ça aurait été complet. Et Ferré, dans la conversation, dit, ce qui serait formidable, c'est qu'on fasse une tournée tous les trois. Brel chante une chanson, il disparaît. Brassens arrive, chante une chanson. Il rentre, je viens chanter une chanson. Et on fait le final tous ensemble. Brel dit, oh oui, tiens, c'est bien. Brassens aussi, en fait, ils le feront jamais. Brel n'aimait pas Ferré, en réalité. Il n'aimait pas Ferré. Il l'appelait Léon.
Léon, voilà, il disait dans Léon tout est bidon. Donc le courant ne passait pas entre eux. Et Brassens, c'était un ami de Brassens qui n'avait pas Léo Ferré. Léo Ferré, quand Brassens était mal, a dit viens voir Castellina, on va faire les choses ensemble, t'iras mieux sur la santé. Mais il ne l'a pas fait et donc cette rencontre s'est pas faite. Ceux qui l'ont fait, ce sont les Canadiens. Vigneault, Charlebois et Félix Leclerc, qui ont fait exactement ce que Ferré avait proposé. Exactement. Et puis, quelqu'un qui a beaucoup compté dans le cœur de Léo Ferré et qui l'a chanté. T'avais les mains comme des raquettes, Pépé. Quand je te faisais les ongles, je voyais des fleurs dans ta barbiche. Pépé, une guenon qu'il avait recueillie dans un cirque tout bébé et qui a été au cœur de la vie de Léo Ferré. Oui, qui a été centrale et en même temps la cause d'un drame. Donc c'est dans le spectacle à l'Alhambra, il y avait un montreur d'animaux qui avait ce chimpanzé. Le Marquis Family, ça s'appelait. Voilà, et qui ne savait pas quoi en faire. Et Madeleine et Léo en tombent sous le joug, et sous le joug plus tard, mais sous le charme. Ils l'emmènent et Pépé va occuper une place centrale dans la famille. Elle devient l'enfant que Ferré et Madeleine n'ont pas. Voilà. Elle s'appelait Jolie Môme au départ, avant de s'appeler Pépé. Voilà. Et je crois même qu'il y a un spectacle de Léo Ferré où l'invitation au Tout Paris était envoyée par Pépé. Exactement, qui apparaît sur de nombreuses pochettes d'albums. Et donc, elle mange à table avec eux, elle dort dans leur lit, elle pique dans l'assiette des invités. Quand ils sont à Gourdon, elle va démonter le toit, elle mène une vie impossible. Et puis un jour, elle se blesse. Entre Léo et Madeleine, ça se passe très mal. Ils sont au bord de la rupture. Et Madeleine, alors que Léo Ferré est en tournée, fait tuer non seulement Pépé, mais le reste de la ménagerie, le 7 avril de 68, et ça sera la rupture définitive entre Madeleine et Léo. Et donc il repart avec Marie-Christine qui travaillait avec eux et qui est mineure à l'époque. Moi je me souviens de Michel Simon qui avait aussi une guenon, je ne sais pas si vous le savez. Oui. Elle répondait au téléphone. Effectivement, elle a apparu aussi souvent sur les photos de Michel Simon et disons que Pépé, elle, menait une vie d'enfer à la fin au couple Ferré. Vous avez cité une chanson et bien sûr, elle est incontournable. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie. Chanson aussi que Dalida a repris contre l'avis de Bruno Cocatrix à l'époque en disant ça marchera pas à l'Olympia, et on sait ce que ça a donné. Et contre l'avis de Léo Ferré qui ne voulait pas trop, mais c'est Marie-Christine qui aimait bien la Dalida qui dit oh si ça me ferait plaisir qu'elle la chante, et donc Ferré a accepté. Et chanson qui a failli ne jamais sortir. Ne jamais exister. Ferré est en Toscane avant Castellina Chianti dans une maison qu'il loue. Marie-Christine est partie faire des courses. Il est avec sa belle-sœur, la sœur de Marie-Christine, et il monte et en 1h30, montre en main, il fait cette chanson. Il descend, il monte, il donne ça à Daniela, la sœur de Marie-Christine. Il dit oh voilà, j'ai écrit une chanson sur ma vie, mais c'est pas terrible. Voilà, j'aurais pas dû le faire. Et Daniela dit mais si, c'est très beau. Donc il l'envoie à Barclay, et là, Barclay ne la met pas sur le 33 tours. Léo Ferré devait faire un 33 tours chaque année, et Léo Barclay ne le met pas sur le 33 tours parce que ça arrive trop tard, voilà, etc. Bon. Et il le sort sur la face B d'un 45 tours un peu plus tard. Un 45 tours, la face B, c'est quand même pas génial. Et le face A, c'était un poème d'Apollinaire, l'adieu. Bon. Et là, c'est le succès monumental. Donc, du coup, Barclay, dans l'urgence, ressort un 33 tours, les chansons d'amour de Léo Ferré, où il ressort des vieux titres et cela. Et effectivement, cette chanson n'aurait jamais dû exister et a failli ne jamais être publiée. Et c'est, pour moi et pour beaucoup, la plus belle chanson francophone. Tout ça est raconté en bande dessinée pour ceux et celles qui connaissent Léo Ferré et pour la jeune génération. Léo Nidiodimètre chez Duno, avec Pascal Boniface au scénario et Luc Hinault au dessin. Merci de défendre la mémoire de Léo Ferré et continuez ainsi, vous n'allez pas changer comme Ferré. J'espère, tant qu'il me restera de l'énergie. Merci beaucoup. Il vous en reste beaucoup. Merci Pascal Boniface. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.